Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, cette deuxième vidéo du coup de cette chaîne YouTube où on va parler de films, de séries, de sciences, de jeux vidéo, des vlogs randonnées peut-être. On va parler plein de choses ici. Et aujourd'hui je voulais commencer le format de critique de films-séries, critique de ce que j'ai pensé d'un film ou d'une série plutôt, avec Star Wars et la série The Acolyte. Ou The Acolyte, on va dire The Acolyte. L'épisode 4 est sorti hier. Et pour le moment, la série, je la trouve pas folle. Épisode 4 ? Épisode 3 ? Épisode 4 ? Déjà épisode 4. Bon, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais revenir sur les 4 premiers épisodes assez rapidement, pour dire ce que je pense globalement de la série, pour pouvoir ensuite partir sur des bases où je parlerai de chaque épisode après leur sortie, petit à petit. Et donc voilà. Donc on va rattraper un peu toute la série dans cette vidéo qui sera plus longue du coup que celles qui vont suivre. On va parler de 4 épisodes d'un coup. Donc premièrement, la série, elle commence comme tout média Star Wars avec un petit texte qui nous met en contexte de ce qui se passe au moment où on visionne le truc. Donc on nous dit que 100 ans avant l'Empire, 100 ans avant la naissance de l'Empire, la paix règne partout, l'ordre Jedi et la République prospèrent depuis des siècles sans la moindre guerre, mais dans les confins ténébreux de la galaxie, certains apprennent secrètement à maîtriser la Force, et un assassin cherche à se venger au risque d'être découvert. Alors moi, ce petit texte, j'ai pas spécialement de problème avec, mais il nous indique plusieurs choses. Que le fil dont on parle dans l'épisode flashback de Mei Osha, d'ailleurs spoilers, hein c'est dans le titre de la vidéo, mais je reprécise, il va y avoir de gros spoilers. Le fil, c'est égal à la force. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends, ce petit texte, ça confirme ça. Et on nous dit que certains groupes dans la galaxie apprennent à maîtriser la force. Alors moi, ça, j'ai pas spécialement de problème, je suis même plutôt intéressé par ce concept, même si Star Wars nous a montré dans différents médias que la force, il faut pratiquer, il faut apprendre, il faut suivre des leçons, etc. pour devenir un meilleur Jedi ou un meilleur Sith. Il faut continuellement pratiquer la force et suivre des concepts, etc. Bon, c'est peut-être parce que les Jedi est un ordre religieux et du coup ils ont leur dogme à eux qui font certaines choses. Mais on a vu par exemple Obi-Wan, qui était un grand Jedi, membre du Haut Conseil, etc. Dans sa série, il galère au début, dans la première moitié de la saison, à utiliser la force parce qu'il s'est fermé à elle, il l'a plus pratiquée. Donc ça nous montre que la force, il faut la pratiquer d'une certaine manière, faire certaines choses pour pouvoir bien la maîtriser à un haut niveau. Donc qu'il y ait des gens dans la galaxie qui apprennent à maîtriser la force, etc. D'accord. Mais pour moi, les Sith et les Jedi doivent rester au-dessus. Sauf si ces clans reçoivent l'aide de Sith, du coup, parce que les Jedi, évidemment, ils iront pas aider. Ils veulent que la force reste lumineuse, et donc si tu mets quelqu'un d'autre qui utilise la force, il y a un risque qu'ils partent dans le côté obscur. C'est aussi pour ça qu'ils n'entraînent pas les enfants trop âgés. Voilà. Donc déjà, il y a ça. C'est mon point de vue sur la force dans la galaxie. Et donc, quand j'ai vu ce texte, je me suis dit, ça va être assez intéressant si on voit certains peuples, comment ils utilisent la force, quel est leur point de vue vis-à-vis de ça. Ça aurait pu être par exemple un peuple comme ce personnage aveugle dans Rogue One, qui est là avec son bâton, qui fait la force est avec moi, je suis avec la force. Il répète ça sans arrêt. Mais en fait, on se dit, bon, il dit ça, mais il n'est pas sensible à la force ou quoi. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être sensible à la force pour pouvoir utiliser la force. Parce que du coup, il y a cette scène où il a son bâton et qui marche. Tout le monde rate ses tirs. Alors il y a l'hypothèse que les troupes d'élite savent pas tirer, ou alors qu'effectivement la force était avec lui et l'a protégé tout le long du chemin. Donc ça aurait pu être des peuples un peu comme ça, un peu superstitieux de la force ou quoi. Et bon, on a eu autre chose. On va en parler après. Donc la série commence avec Mei qui entre dans un bar. Les blagues. Et
qui veut défier Maître Indara, je crois, en combat singulier. La Jedi refuse, normal. C'est un Jedi et sont un ordre pacifique à la base, même s'ils se trimballent avec l'arme la plus puissante de la galaxie à la ceinture. Le Jedi refuse, May se met à taper tout le monde et confrontation entre les deux. Et finalement, May menace de tuer un innocent pour que le Jedi arrête un kunai ou une dague qui se dirigeait vers un innocent et se prend une dague en plein cœur. Alors en soi, la mort du Jedi, ok, c'est ok, ça montre, tu utilises la faiblesse de son ennemi, donc sa compassion, sa volonté de protéger la vie contre lui. Très bien, c'est pas de problème avec ça. Ce qui me pose plus problème, c'est qu'un Jedi meurt d'un petit kunai comme ça, un Jedi expérimenté, quoi, c'est un maître quand même, mais qu'à côté on a Sabine dans Ahsoka, qui se fait transpercer par un sabre laser, qui va parfaitement bien. Bon, il a eu des soins médicaux, d'accord. Qui-Gon Jinn, il a pas eu les soins médicaux. Hein. Kylo Ren, il a failli crever si c'était pas pour Rey qui débloque des pouvoirs de healing. Donc, ouais. Il y a une petite inconsistance avec les sabres laser, mais ça concerne pas spécialement la série. C'est juste, je voulais lancer ce pavé dans la mare. Tout le monde l'a dit, mais bon, c'est comme ça. Donc, ensuite, on se retrouve avec un personnage qui ressemble énormément, le sosie parfait de l'assassin du maître Jedi. Alors, si au début on peut se demander, on va suivre l'assassin, ok, c'est normal, la série s'appelle L'Acolyte. Donc au début on pense, c'est donc la fille qui a tué le maître Jedi juste avant. Mais bien assez vite, on comprend que non, que c'est un doppelganger. Et bon, les conclusions logiques, c'est clone ou jumelle. Et bon, c'est plus intéressant d'avoir un drama avec une jumelle qu'avec un clone. Donc c'est la sœur jumelle de l'assassin. Donc on se retrouve avec la sœur méchante qui est May, la sœur gentille qui est Osha. Du coup on va suivre Osha la gentille et May la méchante. C'est présenté comme ça en tout cas. Et bon, déjà il va falloir discréditer Osha. Ça va vraiment pas prendre longtemps. Il y a quasiment aucun drama là-dessus. C'est vraiment dès que les Jedi, on a un maître Jedi on a un chevalier Jedi et sa padawan. Cord, je crois, je sais plus le nom. On a ce chevalier Jedi qui va je vais l'appeler Cord. C'est comme ça. On a Cord qui va trouver Osha pour la faire prisonnière parce qu'elle est suspectée du meurtre. Ils emmènent le patron du bar qui a été témoin, qui a été victime, etc. Donc bon, ok. Et donc ce criminel, ce supposé criminel qui est Osha, qui a tué un maître Jedi en combat singulier, que maître Isdara a dit être entraîné, à avoir reçu des formations, etc. Ce criminel est mis dans un bus pénitentiaire classique, surveillé par des droïdes. On a Superman, on a un bus rempli de kryptonite pour le transporter à la prison, ou alors un bus classique, et on va le mettre dedans. Parce que comme ça, il peut s'enfuir, évidemment. Heureusement, ils sont tombés sur la bonne sœur. Ils sont pas tombés sur la criminelle, donc elle essaie pas de s'enfuir, mais il y a une évasion qui se produit dans le vaisseau, et donc des circonstances atténuantes se produisent pas du tout. Dès que les Jedi la retrouvent, ils la croient, elle est complètement innocentée. Elle est complètement innocentée parce que pendant qu'elle était dans les vaisseaux de transport en train d'être prisonnière, de s'échapper et de se faire récupérer par son ancien maître Saul, et ben sa sœur a commis une nouvelle tentative de meurtre sur un Jedi, sur Tommen Baratheon ou Lannister. Donc Osha complètement innocentée dès le début de l'épisode 2.
Donc bon, cette histoire est très vite passée sous le tapis. Et donc ensuite, ben, évidemment, les Jedi se rendent sur la planète où il y a eu la tentative de meurtre sur le maître Jedi, parce que Mei a pas réussi à le tuer, parce que le mec est trop fort en méditation, il flotte en l'air, il s'est créé une bulle de force indestructible autour de lui, ça fait 10 ans qu'il a parlé à personne, et voilà, c'est tout ce qu'on sait de ce personnage. Du coup, ils se rendent sur la planète, sauf que au moment où ils se rendent sur la planète pour aller voir le maître Jedi, pour lui poser des questions sur son agresseur, eh bien Mei discutait avec un apothicaire à l'air louche, enfin plutôt un assassin qui a tué un apothicaire et qui se fait passer pour un apothicaire, pour obtenir du poison venant de sa planète natale. J'ai oublié le nom du poison, c'est pas important. Et là, on peut... Ok, elle va empoisonner la nourriture du maître Jedi parce que, bon, il doit bien se nourrir, j'en sais rien. Non, elle va lui parler et lui dire que s'il veut se faire pardonner, il devrait se suicider. Ouais, ok. Il a vraiment dû faire une grosse dinguerie alors, parce que c'est quand même un peu chaud, quoi. Surtout pour un maître Jedi qui est censé prôner la paix. Donc, ouais, s'il a vraiment fait une grosse dinguerie, genre il a tué plein d'innocents, ok. Mais bon, ça va plus loin. Nous, on n'arrête pas de nous raconter que c'est elle qui a foutu le feu à sa baraque. Et en plus, on a une image, on a un flashback d'elle qui essaie de tuer sa sœur en l'immolant. Mais d'accord. Donc, on a eu un combat sympa avec le maître Isdara. Sûrement que je massacre son prénom. Et on n'a pas de combat du tout, ou même pas de plan spécialement avancé pour Torbin. Le Torbin. Ok. Juste après que Torbin soit mort, on a Osha qui débarque dans la pièce seule parce qu'elle a réussi à trouver le chemin le plus rapide dans un temple Jedi inconnu pour trouver la pièce de Torbin. Ça, je comprends pas. Osha, Saul, Cord et la Padawan arrivent sur la planète. Ils veulent parler à Torbin. Ils vont au temple Jedi. Ils rencontrent un des maîtres de deux Jedi, dont un maître probablement, du temple. Ils leur disent, on aimerait parler à Torbin. Le mec dit, ça fait 10 ans que le mec a parlé à personne. Ok. Saul, il est là, il fait, t'inquiète, mon pote, on s'entend bien, il va me parler à moi. Ok. Ils vont dans le temple. Osha, à la première intersection, elle fait, oh, un fantôme de ma sœur. Ok. Et elle part dans cette bifurcation. Elle arrive 2 minutes avant les autres dans la pièce. Ils ont fait un tour du proprio, quoi. Genre, ils voulaient aller au même endroit, hein. Il n'y avait pas de... Mais les mecs qui sont là, qui connaissent bien les lieux, ne connaissent pas le chemin le plus rapide pour aller à un endroit. C'est quand même extraordinaire, mais surtout qu'il reste longtemps. Elle a le temps d'arriver dans la pièce, de jeter un coup de regard comme ça. Elle descend les escaliers, elle le regarde, elle constate qu'il est mort, elle s'assoit, elle prend le flacon, elle renie, elle fait ouais, c'est le poison de chez moi. Elle se relève, le mec arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'as-tu fait, etc. Bah, le mec est déjà froid, ça fait peut-être 6 ans qu'il est mort, que vous l'avez pas vu, quoi. Enfin, je sais pas. Mais bon, ok, elle est resuspectée. Alors, bon, c'est impossible, mais bref. Et bon, il y avait Cord qui la suivait derrière. Et qu'on n'a pas du tout vu qu'il la suivait, mais bon, on s'en doute un peu. Et qui dit, ouais, c'est pas elle, donc elle est définitivement hors de tout soupçon. À nouveau. C'est dommage parce que ça enlève un plot quand même où il y aurait pu y avoir une suspicion que les deux sœurs étaient au courant que les deux étaient en vie, qu'après qu'Osha ait été exclue de l'ordre, elles se soient retrouvées et qu'elles aient décidé de se venger. Ça aurait pu être une idée que les Jedi avaient, qui aurait pas été la réalité, mais une idée que les Jedi auraient de les sœurs se sont liguées contre nous,
Osha est une traître aussi. Du coup, ça aurait maintenu un degré de suspicion qui aurait été un peu peut-être agaçant à voir pour nous qui savons qu'Osha n'a rien fait. Mais ça aurait pu mener à quelque chose. Mais non, tout de suite, elle est innocentée dès le début quand Mei va attaquer le Jedi. Et quand il y a à nouveau une raison de la soupçonner, il y a Cord derrière qui fait non, c'est vraiment pas elle, tout va bien. Il était déjà camé depuis 6 ans. En même temps, vous savez même pas là où il crèche le mec, donc vous l'avez sûrement jamais nourri. Donc, le mec, premier truc à boire, il l'a bu. C'est pour ça qu'il s'est suicidé, mais bref. Et ils se disent ok, elle a tué Isdara, elle a tué Torbin. Bon, il y a eu la confrontation avec Saul. Ça, il n'y a pas vraiment de truc à dire. C'était chorégraphie assez sympa, etc. Elle essaie tout le temps de choper le sabre laser, d'ailleurs. Oui, ça, j'ai pas parlé. Elle essaie de choper le sabre laser dans chaque confrontation avec les Jedi. Mais une fois que les Jedi sont morts, elle les récupère pas. Alors, pourquoi elle essaie de récupérer le sabre laser pour leur voler l'arme, pour les buter avec? Mais du coup, c'est contre le truc du maître qui dit qu'il faut tuer sans arme le Jedi. Comment on tue un Jedi sans arme? Bon, c'est avec la force, mais du coup, la force devient ton arme. Elle a déjà tué un Jedi sans arme, là. Elle l'a fait se suicider. C'est vraiment, elle a rien fait, quoi. Donc bon. Elle essaie de récupérer le sabre laser, etc. Elle se vire en faisant de la force sur le sable qui la dissimule. Confrontation avec Osha, les deux sœurs réalisent que les deux sont vivantes. Et on a l'épisode 3. Le premier épisode qui a divisé complètement. Parce que encore, les 2 premiers épisodes, franchement, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas mauvais non plus. Ça se regardait plutôt bien. L'épisode 3, il y a des scènes. Je ne comprends pas comment quelqu'un a pu valider ces trucs. Donc épisode 3, c'est l'enfance de Mei et Osha dans leur village, dans leur société d'Amazon, sorcière Amazon, qui est une idée plutôt intéressante. On aurait pu peut-être avoir exploré des pistes de comment cette société interagissait avec le reste de la galaxie, comment elles sont perçues. Moi, j'aurais bien aimé voir un univers où les gens sont acceptés pour ce qu'ils sont, quoi. Enfin, c'est vraiment un univers avec des aliens et personne n'est jamais choqué de voir la tête d'un alien. Alors bon, un village de femmes, quel que soit leur genre, leur sexualité, etc. Machin. Ça aurait été intéressant de voir que la galaxie les acceptait, mais qu'elle cachait, qu'elle savait maîtriser la force. Mais à la place, on a un dialogue qui nous dit qu'elles sont rejetées de la galaxie. Donc, probablement parce que elles sont rejetées parce que c'est des utilisateurs de la force. Et du coup, les Jedi étant les maîtres à ce moment de la galaxie, elles sont rejetées de fait. Et bon, en sous-lecture, il y a évidemment tout un message de... Vraiment qu'on t'envoie en forceps, hein. Il y a vraiment aucune subtilité là-dedans. Bon, on a ce village-là, où les seuls enfants, c'est Mei et Osha, les jumelles. D'ailleurs, je savais pas que les jumeaux, c'était si rare que ça pour prendre 2 sœurs qui se ressemblent absolument pas. Genre, du coup, c'est très facile de différencier qui est qui. Ah, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est pas des jumelles. c'est un truc... elles ont grandi et genre la génétique, elle s'est retrouvée à un autre point du temps. C'est assez bizarre de voir ça. Mais bon, ok, on accepte. Bon, ça permet de différencier qui est quel enfant assez facilement sans se poser 10 000 questions. Bon, ils auraient pu faire un truc avec différentes coupes de cheveux où on aurait compris, quoi. Mais bref, comme il y a quand elles sont adultes, hein. La Mei, elle a des cheveux vachement plus longs, des tresses qui descendent très très longs, comparé à Osha. Donc on a cette société de femmes sensibles à la force, et on les retrouve la veille d'une cérémonie, je me souviens plus long, peut-être cérémonie de l'ascension, je sais plus. Bon, une cérémonie pour que Osha et Mei puissent devenir des sorcières au long terme. On a Mei qui, elle, veut vraiment devenir une sorcière, et on a Osha qui, elle, voit un autre destin, qui est curieuse, qui veut découvrir la galaxie et pas être piégée dans son village avec sa sœur. Et on a les Jedi qui espionnent les enfants, le village, en même temps.
Je passe très vite. Il se passe pas grand chose dans ces épisodes. En fait, il se passe pas grand chose dans ces épisodes. C'est un peu. C'est le problème de toutes les séries de Disney, de Marvel, de Star Wars, etc. Enfin, Disney, Marvel, Star Wars, quoi. Mais c'est que, en fait, ils mettent un plot initial, une première confrontation, et ensuite il se passe rien jusqu'à la dernière confrontation. C'est vraiment, il y a un vide intégral. Là, en fait, on a tout un épisode où on a la relation entre les deux sœurs qui se développe, mais en fait, tout ça ne veut rien dire parce que juste ça nous dit que Mei était vachement tenait vachement à Osha, mais Osha pas spécialement. Et à la fin, de toute façon, peu importe leur relation initiale, à la fin de l'épisode, Mei fait une tentative de meurtre avec une des pires façons de tuer quelqu'un sur Osha. Et peu importe la relation qu'elles aient à la base, de toute façon, elles sont sœurs, c'est les seuls enfants qu'elles connaissent, donc qu'elles soient un peu chafouines, qu'elles se cachent des trucs et tout, elles sont censées quand même être un peu main dans la main, quoi. Et là, peu importe comment elles étaient, Mei essaie de tuer Osha, quoi. Et juste après, les deux pensent que les deux meurent, enfin que l'autre meurt. Donc, on savait déjà tout ça, quoi. On l'avait déjà compris dans l'épisode 2 quand Saul il avait dit que Mei avait foutu le feu au village. On comprenait vraiment leur relation, déjà. Donc tout l'épisode il amène à ça et à la création du tatouage qu'a Mei sur la tempe parce que la mère Isaiah, je me souviens plus, a fait un truc de force sur sa tête en accumulant de l'énergie, j'en sais rien, pour lui faire un tatou. Quel pouvoir ça lui apporte en plus? On n'en sait rien parce qu'ils en parlent même pas. On sait même pas quel est le but de cette cérémonie, mis à part d'avoir un tatouage. Et en plus, c'est un argument que j'ai vu quelque part, mais c'est vrai que Isaiah, elle a un tatouage énorme sur le front. Mei, elle a un tout petit truc ici, caché là. C'est bon, ok. C'est bien pratique pour du coup cacher juste ça avec ses cheveux pour qu'on puisse confondre un peu les sœurs. Ce qui est juste utile pour une seconde à un moment donné. Bon. Et donc la scène qui fait cringe de fou, c'est la scène du chant de la cérémonie. Alors, on va rappeler que les budgets de ces épisodes, c'est environ 20 millions. Et que c'est Disney qui a les chansons Disney, quoi. Genre, tout le monde connaît au moins une musique de Disney. Moi, c'est Hakuna Matata, c'est la plus classique. Mais je veux dire, ils auraient chanté Hakuna Matata, j'aurais préféré, là. Parce que les mecs, on dirait qu'ils connaissent pas le texte, en fait. Genre, ils sont là, ils font Power One. Et personne répond derrière. Enfin, personne. C'est horrible. C'est juste horrible. Ils attendent que quelqu'un dise la réplique pour la finir. Et du coup, ils sont en chœur ensemble que sur One, Many et Two et Many. Mais sinon, ils chantent même pas tous ensemble. Donc, le chant est juste horrible. Et genre, c'est ça leur parole de chant cérémonial et tout, là. C'est une cérémonie qu'ils ont pas fait depuis super longtemps, apparemment. Ils viennent d'arriver sur cette planète. Enfin, ils viennent d'arriver, entre guillemets, mais genre, c'est l'occasion de faire un grand événement, de s'y mettre et tout, de faire les choses un peu en grand, d'apporter de la joie un peu dans ce peuple, parce qu'ils ont l'air d'être tout le temps enfermés dans leur grotte, etc. J'en sais rien, mais c'est le moment de faire un truc un peu plus grand. Et là, c'est vraiment. Il y a la mère de Dark Maul. Hein, Dark Maul. Il y a la mère Dark Maul là, qui chante seule. Et derrière, il y a les 30 autres qui répondent juste sur One, Two ou Many. Et c'est absolument ridicule. Mais bon. Elles canalisent l'énergie, elles envoient le truc dans la tête de Mei. Est-ce que ça la rend plus puissante? Aucune idée. On n'en sait rien. On sait rien du tout de ce que ça fait. Et étant donné qu'elles sont toutes mortes,
Je pense qu'il n'y aura aucune explication de ce que fait cette cérémonie. On sera juste laissé comme ça en mode ah, ok, d'accord. Elle a un tatouage. Et ok. Et donc ensuite on a la révélation qui a fait râler beaucoup de monde, qui me fait râler. Mais je vais essayer d'être un peu conciliant. Donc la révélation que ah, c'est Mère Corinne, ouais. Dark Maul, c'est Corinne. J'ai Dark Maul, c'est parce que c'est la même race. Hein. Donc on a la mère Isaiah qui dit qu'elle a créé les jumelles et donc Mère Corinne, elle les a portées. Il y a des explications qu'on n'a pas. Il y a des explications qu'on n'a pas et qu'on n'aura sûrement pas dans la série, en vrai. Tout simplement parce que les deux personnages sont morts et qu'on aura les flashbacks de Osha aimé, quoi, pas les flashbacks de la mère supérieure. Donc il y a plusieurs hypothèses. Donc la plus forte, celle qui fait un appel du pied colossal et qui vraiment la série t'oriente là-dessus, avec la réplique de « Elles n'ont pas de père » qui est prononcée un peu plus tôt, c'est qu'elles sont nées de la force. Que la mère Isaiah a utilisé le même truc que dans la cérémonie, où elle canalisait de l'énergie pour créer les jumelles. Ou alors il y a une explication scientifique de mère porteuse, de gènes qui ont été récupérés chez mère Isaiah, etc. Je suis plus ok avec la théorie scientifique des gènes pris, mis dans mère Corinne, etc. et de les jumelles qu'avec l'explication de la force. Parce que l'explication de la force, pour moi, entre complètement en conflit avec Anakin et les phrases qui sont prononcées dans les films. Je parle même pas du lore, je parle vraiment des films vis-à-vis d'Anakin. Parce que le lore, enfin, le canon, le légende, etc., c'est des médias qui sont en dehors des films, qui sont en accord, qui sont dans une continuité, dans un canon ou quoi. Mais le point fixe, immuable, qui ne bougera jamais, c'est les films. Si on cherche un élément fiable, c'est dans le film. Le reste, après, si ça contredit, c'est le film qui fait loi. Donc dans le film, on nous dit les phrases il n'a pas de père, en parlant d'Anakin, hein. Il n'a pas de père, c'est arrivé comme ça, etc. Et on a une discussion entre Dark Plagueis, entre Dark Sidious, Palpatine, et Anakin dans Star Wars 3, où Palpatine dit la phrase en parlant de son maître Dark Plagueis, enfin de Dark Plagueis, où il dit il était tellement puissant qu'il pouvait même créer la vie. Regard insistant sur Anakin. Alors, c'est une piste. Il y a plusieurs théories qui sont possibles. C'est Dark Plagueis a créé Anakin. Dark Plagueis a fait des expériences avec la Force et la Force a répondu en créant Anakin. Ou alors, ouais, c'est ça, grosso modo, c'est les deux. Bon. Moi, je suis plus pour Dark Plagueis et Dark Sidious ont fait des expériences avec la Force et la Force en réponse a créé Anakin. Moi, je suis pour cette théorie. Et donc pour moi, ça rentre en conflit avec le truc de Mère Corinne parce que il y a des. Ça veut dire que Dark Sidious, il pouvait tenter de créer la vie, mais il n'a pas réussi. Mais la Force a créé Anakin en réponse. Mais Mère Corinne aurait réussi, elle de son côté, etc. Peut-être qu'elle est aidée par un site ou quoi, le site qu'on voit dans la série, peut-être, qui sait. Mais bon, c'est très nébuleux. C'est balancé un peu comme ça, et j'ai l'impression que c'est balancé plus comme un fan service pour dire ah regardez, c'est comme Anakin, etc. Plus que comme quelque chose qui est justifié quelque part dans la série. C'est mon point de vue. Peut-être la série va me donner tort. Je sais pas si j'étais bien clair dans ce que j'ai dit, mais j'ai peur que ce soit vraiment une information qui soit balancée comme ça pour faire plaisir aux fans, pour essayer de faire plaisir aux fans en mode ah regardez, il y avait Anakin, maintenant il y a les deux jumelles. Avant et tout, et en mode fan service quoi. Et j'ai vraiment pas envie que ce soit ça. Et pour moi, l'existence de cette scène maintenant demande une explication claire et qui ne bougera pas sur comment les jumelles ont été faites et comment Anakin a été fait.
Parce que si les jumelles ont été créées par la force en inséminant comme ça, on voit Torbin qui prend un échantillon de sang, donc comme pour Anakin, pour analyser les midi-chloriens. Probablement qu'on aura le résultat des midi-chloriens des deux jumelles, et que ça mettra la puce à l'oreille aux Jedi. Elles n'ont pas de père et elles ont un taux de midi-chloriens aussi élevé, il y a un truc chelou, peut-être il y a eu une utilisation bizarre de la force ou que sais-je, et c'est pour ça que les Jedi sont énervés. C'est une théorie. Mais en tout cas, elles ont eu un prélèvement de sang. On ne sait pas quelle est leur sensibilité à la force. Elles semblent bien savoir maîtriser parce qu'enfant, elles arrivent à faire des trucs, manipuler des animaux, etc. Anakin, qui aimait bien les Jedi, sensible à la force et tout, enfant, on l'a pas vu faire léviter des choses, etc. Comme les sœurs. Alors que les sœurs sont censées ignorer l'existence des Jedi. Enfin, il y a tout un truc. Donc peut-être qu'elles ont été entraînées avant, etc. Enfin, sûrement qu'elles ont été entraînées et pas Anakin. Donc ça rejoint un peu ce que je dis, que il faut suivre un entraînement pour devenir Jedi. Enfin, pour utiliser la force. Donc ouais, May, parce que Osha, elle veut partir voir les Jedi. Ah oui, d'ailleurs, oui, il faut parler de ça aussi. Mais cet épisode 3, en fait, il y a plein de problèmes. Donc on a les Jedi qui disent à la mère, vous ne pouvez pas empêcher les Jedi de tester un potentiel Padawan, mais on a besoin de votre consentement quand même. Alors, deux choses. Soit la première phrase est absolument n'importe quoi, soit la deuxième phrase est absolument n'importe quoi. Et que ces deux phrases soient prononcées à la suite, ça montre que les mecs savaient absolument pas ce qu'ils étaient en train d'écrire, quoi. C'est tu n'as tu n'as pas le droit de faire ça. Enfin, tu n'as pas le droit de m'empêcher de faire ça. Mais vas-y, je peux. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Si elle te dit non, tu vas faire quoi? Sortir le sabre laser, tous les tuer et prendre les gamins? Mais je croyais que les Jedi ne kidnappaient pas d'enfants. Bon. Ça peut être un problème d'écriture. Ou alors c'est pour montrer les faiblesses de l'ordre Jedi. Mais c'est quand même une grosse faiblesse, quoi. Je veux dire, l'ordre, il aurait dû s'écrouler il y a 300 ans avant, s'il kidnappait les gamins comme ça, qui menaçaient tous les parents, sabre laser à la ceinture, en leur disant vas-y, je teste ton gamin, c'est un padawan, t'as pas le droit de dire non. Enfin si, tu peux dire non, mais je m'en fous. Les gens se seraient révoltés contre les Jedi. La chute des Jedi, c'est pas spécialement qu'ils se comportaient mal vis-à-vis des peuples de la galaxie, c'est qu'ils étaient un peu trop imbus d'eux-mêmes que... quelque part ça rejoint un peu ça, quoi. Qui pensent forcément faire le bien même en kidnappant des gamins. Parce que bon, à la fin il lui propose le choix en mode en fait on ne sait pas ce qui se passe si les enfants disent non. Si les enfants disent non, les Jedi font quoi? Parce que bon, mis à part que elles ont personne avec qui jouer, les gamines, qu'elles sont un peu seules, etc. On peut discuter de la société, de cette société, comment elle est construite, si c'est bien ou pas pour les enfants de rester au milieu de ça. Mais il se passe quoi si elles disent non? Parce que les Jedi, ils veulent pas visiblement que d'autres clans se mettent à maîtriser la force. Ce que je peux comprendre, de peur du côté obscur, mais du coup on est dans un dogme religieux. Ce qui est en soi ok avec leur chute. Mais du coup vous allez tuer tout le monde et les kidnapper? Vous allez les tuer aussi? Parce que si vous tuez tout le monde et que vous les laissez en vie, elles vont se tourner vers le côté obscur, et donc ça retarde juste l'échéance. Enfin, c'est... Bon, et puis après, les enfants dans Star Wars sont vachement intelligents, avec certaines fluctuations. Anakin était complètement un génie de la mécanique, quoi. Le mec, à 8 ans, il a construit un droïde de protocole. C'est un autre type d'intelligence que nous, donc on peut imaginer une maturité chez les enfants qui leur permet de prendre des décisions.
mais ça reste quand même très obscur de ce que font les Jedi. C'est un parent, un enfant dit non, quoi. Genre, bon, comme il faut de l'entraînement pour maîtriser la Force, ok, les mecs arriveront jamais à atteindre un niveau grandiose, mais si jamais ils se font choper, quoi, enfin, je sais pas. Interrogation. Bon, et après cette digression, donc bon, l'épisode 3, j'ai déjà parlé de la fin, etc. Donc épisode 4, on se retrouve avec un personnage qui est pas enfin qui est, si on suit le légende, n'est pas censé être né, mais du coup il est là, donc ça fait une nouvelle date de naissance pour lui dans le canon de Disney. Comment il s'appelle? Quimundi, je sais plus. Celui tête de cône dans Star Wars 1 là, qui est là. Et donc il y a une phrase qui est prononcée autour de cette table, c'est il s'agit peut-être d'un ordre dissident ou de quelque chose de pire. Bon, la série n'est pas encore terminée, on ne sait pas ce qu'ils vont découvrir par la suite. Mais donc déjà, ils ont deux hypothèses. Hein. C'est un ordre, un clan qui maîtrise la force qui va ailleurs que le côté lumineux de la force, donc quelque chose de dangereux, ou quelque chose de pire. AKA, les Sith. Donc ils y croient. Donc l'explication pour que dans la suite, dans Star Wars 1, ils prononcent la phrase de les Sith ont disparu depuis un millénaire, c'est que les Jedi dans cette série arrivent à la conclusion que l'acolyte, que le maître avec le sabre rouge, est un ordre dissident et non pas des Sith. Donc on verra. Si jamais il y a un moment donné il y a une information comme quoi c'est des Sith, ça veut dire qu'ils en ont rien à faire du canon de Star Wars. Donc il faut jamais que ce soit des Sith. Il faut que les Jedi en concluent que ce ne sont pas des Sith. Donc on suit ce personnage-là. Il y a Plo Koon aussi, je crois, dans le fond. On suit ce personnage-là, pardon. On suit Osha et May, et avec eux derrière dans le fond, il y a Plo Koon qui est aussi un membre du Haut Conseil des Jedi lors de la prélogie. Et du coup, May, elle veut faire quoi? Elle veut tuer le Wookiee qui était là, qui était un des 4 maîtres Jedi qui est venu dans son village et qu'elle accuse d'avoir tué toute sa famille. Après qu'elle ait essayé elle-même de tuer sa sœur. On va savoir. Donc elle veut tuer ce maître Jedi Wookiee. Que je trouve que c'est vachement intéressant parce que d'habitude les Wookiees on les voit que comme des énormes brutes qui tirent à des lasers, etc. Là on a un maître Jedi Wookiee, genre ça peut être des trucs trop stylés, qui meurt en hors champ, tué par le maître Jedi, par manque de budget. Ouais. Comment tu peux avoir un manque de budget avec 20 millions, genre? Comment? Tu tournes en studio en plus. C'est pas comme si tu construisais un nouveau studio à chaque fois. C'est un truc de fou. Donc par manque de budget, on verra pas le combat entre le Wookiee et le Jedi et le... Je vais pas dire le Sith, je vais dire l'acolyte, quoi, même si l'acolyte c'est l'autre, enfin j'en sais rien. L'acolyte, on verra pas le combat. Et donc on a May qui a donc appris que sa sœur Osha était en vie, qui se balade dans la forêt avec l'assassin qui se faisait passer pour un apothicaire dans l'épisode 2. D'ailleurs, c'est un truc de fou, la justice, même dans cette galaxie. Hein, c'est parce que tu peux être complice de meurtre, fournir du poison à tous les inconnus qui traînent dans la rue, pas spécial, et donner l'info. Oui, j'ai un rendez-vous avec la personne qui a tué. T'as un mec, il fournit un poignard à une personne, la personne va tuer quelqu'un, et les flics viennent, ils font ouais, c'est toi qui as fourni le poignard. Oui, oui, c'est moi. D'ailleurs, il revient pour me parler parce qu'on est super potes. Il revient à 18h là, si vous voulez attendre pour le choper. Genre, c'est. On a. Au secours, quoi. Mais mettez-le en tôle, le mec. C'est un danger public. Bon. L'assassin est libre, libre de ses mouvements et s'échappe et donc retrouve May et le conduit pour aller tuer le maître Jedi. Donc, ils vont dans la forêt, etc. Et au bout d'un moment, May, elle réalise ah, ma sœur est en vie. Du coup, je vais me rendre au Jedi et je vais leur dire tout ce que je sais, c'est-à-dire rien. Et comme ça, je vais pouvoir vivre avec ma sœur.
qui doit sûrement me détester parce que j'ai tenté de la tuer et qu'elle pense que toute ma famille est morte. Enfin, non, elle sait pas. Au moins, elle a tenté de la tuer, donc ouais, ça doit être super. Et voilà. Donc Mei, elle se barre. Il y a un quiproquo où... Enfin, on n'a même pas de quiproquo parce qu'ils vont pas la choper avec le maître Jedi. Et donc il y a l'acolyte derrière les Jedi qui descend, qui fait des petits mouvements de la main de force pour pousser les gens, et l'épisode s'arrête là. En moins de 30 minutes, ou en 30 minutes, tout ça. Voilà. Donc au moment où il se passe des trucs, les épisodes s'arrêtent. Donc le combat, on verra qu'il dure même pas 5 minutes dans l'épisode d'après. Ou alors il dure tout l'épisode et je dis n'importe quoi, mais... Bon, au moins les combats ils sont sympas dans cette série, donc il y a un peu de hype pour l'épisode 5. Mais niveau histoire, il se passe pas grand chose, quoi. Il se passe rien. Et en fait, la série, elle résout très vite certains plots, mais là, enfin, visiblement, ça se dirige vers, il faut arrêter ce maître Sith, capturer Mei, etc. Mais ça avance pas. Mais ils font des décisions un peu bêtes, quoi, parce que les Jedi auraient pu partir en premier, aller directement chez le Wookiee pour attendre Mei là-bas, etc. déjà. Mais pour une raison inconnue, ils devaient partir de la planète, aller sur Coruscant, dire faudrait qu'on aille arrêter Mei, etc. Ah oui, ce serait bien d'aller arrêter Mei. Ah oui, il faudrait même l'interroger pour savoir qui est son maître. Ah oui, ce serait bien de faire ça. Bon, allez l'attendre avec le Wookiee. Donc ils vont là-bas. Pendant ce temps, Mei, elle était même point de départ que les Jedi. Tu sais où est le Wookiee? Oui. Ah viens, on y va. Tout le monde savait qu'elle est là-bas. Hein. Elle voulait en tuer 4. Hein. Indara, Torbin, Saul, qu'elle a pas tué, mais bon, il est bien entouré, donc elle va d'abord aller tuer le mec qui est en solo, le Wookiee, et le Wookiee. Donc plus qu'un. Ils savent où il est. Allez-y. Et ensuite, à l'épisode 1, on a une scène où Saul, avec la force, il arrive à savoir que Osha est toujours en vie et qu'elle est partie dans une certaine direction. Et il la piste avec la force. Là, il arrive sur une planète quasiment inexplorée, donc sûrement vide. Et il n'arrive pas à sentir avec la force le maître Jedi. Le maître Jedi, il n'y a même pas de balise pour dire qu'il est là ou quoi. Et du coup, ils utilisent Basile, qui est un alien qui est basiquement un chien, en fait. On peut plus prendre. Enfin, bref. ils ont cet alien qui va pister l'odeur du Wookiee dans la forêt. Et devinez quoi? Ils le perdent de vue. Ils disent même la phrase: il faudrait un pisteur pour pister notre pisteur. Ça, c'est de l'écriture, ça. Finalement, ils étaient à 2 mètres de la maison du Wookiee, qui est un vaisseau spatial, hein, au fait. Ils étaient à 2 mètres de la maison du Wookiee, et donc ils ont pu le retrouver facilement. Parce que Basile est tombé sur Mei, et il a crié, et du coup, je s'appelle Groot, et il a trouvé... les Jedi sont arrivés, et hop, il y a le Sith qui est arrivé. Il se passe rien. Franchement, j'ai vu l'épisode, j'étais en mode, pourquoi faire autant de plans d'exposition qui servent à rien, quoi. C'est un truc de fou. Là, sur Disney, ça dit que l'épisode dure 35 minutes. Je pense qu'il a duré 28 minutes parce qu'ils mettent 7 minutes de générique pour remercier toutes les personnes qui travaillent sur cette série, ce qui est normal. Mais bon, ça prend vraiment 1/5 du temps de l'épisode, quoi, ton générique. Hein. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, voire même un quart, en vrai, quand tu y penses. Ouais, je sais pas. Franchement, Disney, je sais pas ce qu'ils font. Faudrait faire des épisodes plus longs, quoi. Genre là,
ils se prennent une rouste par House of Dragon. Déjà, en fait, l'existence d'House of Dragon casse la plupart des arguments de Disney de dire que les gens sont racistes, sexistes, etc. Parce que dans House of Dragon, t'as Corlys Velaryon, c'est son prénom. Ouais, faut que je m'y remette bien parce que j'ai envie d'en parler dans House of Dragon. Il y a Corlys Velaryon, noir. Ça a posé des problèmes dans la première saison parce que les gens... Il y a des gens stupides sur Terre. Genre, la première vidéo de cette chaîne parle d'un type qui croit que la Terre est plate. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Corlys Velaryon, les deux personnages lead de la série, c'est Rhaenyra et Alicent Hightower. Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower. Deux femmes. Il y a eu la série Fallout. Personnage principal, c'est Lucy. Bon, il y a Maximus et la Goule, d'accord? Mais le personnage principal, c'est Lucy. C'est avec Lucy qu'on débarque dans... Enfin, quoique c'est avec la Goule, mais... on pense que c'est plus un flashback au début. Donc c'est plus avec Lucy qu'on découvre l'univers de série de Fallout. Il y a quoi d'autre? Arcane, hein, avec Vi et Jinx, etc. Buffy contre les vampires. Regardez Buffy contre les vampires. Enfin bref, on n'est pas au niveau de Book of Boba Fett. The Acolyte, c'est pas complètement mauvais. Les chorégraphies sont bien. Les costumes sont vraiment sympas. Les tenues des Jedi, etc. sont cool. Je n'ai pas parlé, mais les sabres laser sont plus gros dans cette série. Alors, c'est dit que c'est parce qu'ils ont enlevé les batteries dans les manches qu'ils ont foutu dans les sabres. Et du coup, c'est pour ça que les sabres ont grossi. Bah écoutez, moi ça me dérange pas. Et je trouve que ça ajoute une continuité. Au lieu cette fois-ci de casser des continuités, ça en ajoute une. Parce qu'on avait eu par exemple dans la trilogie originale, on a les X-Wing qui peuvent passer en hyperespace. Dans la prélogie, il y a besoin d'un petit dispositif en plus pour partir en hyperespace. Ben là, on a besoin d'un plus gros dispositif en plus pour passer en hyperespace déjà. Mais on a une évolution technologique des sabres laser qui s'est passée du coup. Parce que 100 ans avant, on avait des sabres laser qui étaient un peu plus gros. Et hop, au fil du temps, ils sont devenus plus petits et tout, et plus agiles au combat. Et peut-être que ça va motiver des gens qui écrivent le lore, qui font des BD, etc. à dire ah ben à cette époque-là, les sabres laser étaient plus gros. Ils ont rencontré ce clan, cet ordre divergent, avec un utilisateur de force, avec un sabre laser, etc. Et ben peut-être, malgré que nous soyons un ordre pacifique, ben il faut qu'on améliore notre arme pour qu'on soit meilleur au combat. Donc peut-être qu'il va y avoir des histoires de Jedi qui vont vouloir améliorer les sabres laser. Et donc mener vers un peu une chute, parce que les Jedi sont censés être pacifiques, mais s'ils améliorent leur arme, donc qu'elle passe de grosse à petite, donc qu'elle soit plus maniable, etc., ainsi qu'ils se dirigent quelque part vers un aspect militaire, comme on a dans la guerre des clones, où ça devient carrément des généraux d'armée. Donc ça peut être intéressant, ajouter de l'eau au moulin, etc. Donc voilà, pour le moment, la série, j'en suis pas convaincu. Ça raconte pas des trucs extraordinaires, franchement. Mais bon, on va attendre de voir la suite. Semaine prochaine, c'est l'épisode 5. Je serai là pour en parler. Et à la prochaine. Ciao.